Madame, Monsieur, bonsoir. Deux sujets d'actualité dans l'émission ce soir. La guerre en Ukraine et la tournée africaine du chef de la diplomatie russe. Dans son offensive pour capturer les parties restantes de l'oblast de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, la Russie a revendiqué aujourd'hui le succès de cette offensive, à l'heure où Kiev réclame à l'Occident de décupler et d'accélérer son aide militaire. Le gouvernement allemand devrait en effet annoncer l'autorisation de fournir quelques 187 chars Léopard 1 à l'Ukraine, selon Business Insider. Londres a promis de livrer pour sa part 14 de ces chars Challenger 2 à l'Ukraine d'ici mars. Et avec la livraison de blindés, le Canada participe aussi à l'aide internationale, pour ne citer que ces trois pays. Parallèlement, un scandale de corruption lié à l'approvisionnement de l'armée a touché le ministère ukrainien de la Défense. Et d'un autre côté, dans une interview, l'ambassadeur de Chine en France a déclaré que fournir des armes de plus en plus lourdes à une partie de la guerre, c'est un peu comme jeter de l'huile sur le feu. Et d'ailleurs, le président russe semble conscient de ces mots. Il a assuré que si les intérêts et la sécurité de la Russie sont menacés, la Russie résistera. Tout le monde doit le savoir. Fin de citation. Et en parlant d'influence ou d'intérêt russe, en Afrique cette fois, le très influent ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est en visite au Mali. Troisième tournée en Afrique en 6 mois seulement pour le chef de la diplomatie russe, car au-delà du Mali, la visite de Lavrov s'inscrit dans une stratégie d'influence sur l'ensemble du continent. Les dessous de ce rapprochement et quelle redéfinition des relations entre certains pays africains et l'Europe? Nous en discutons ce soir en compagnie de deux experts. D'abord en relations internationales, professeur Zakaria Bouddahab. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Khadija. Plaisir renouvelé de vous avoir et d'échanger avec vous. C'est moi. Et bien sûr, notre expert en sécurité et en stratégie. Bonsoir, colonel Hassan Saoud. Bonsoir, Madame Khadija. Marhaba et bienvenue encore une fois sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Est-ce qu'on peut dire que la Russie est en train de reprendre du terrain et du poil de la bête dans cette guerre qui l'oppose aux voisins ukrainiens? On a senti ces derniers temps qu'il y a une reprise en main de la Russie sur le terrain. Mais il faut dire que ça se joue uniquement dans les deux oblasts, le Donetsk et Lugansk. Donc c'est du surplace. Mais il y a parallèlement des bombardements, des pilonnages d'artillerie dans des objectifs différents, jusqu'à Odessa si vous voulez. Mais ce changement, je pense qu'il faut le signaler. Côté russe, il y a eu un changement sur l'échiquier militaire qui est très important. C'est d'abord la nomination du chef d'état-major des armées comme chef de terrain de l'opération spéciale. Que signifie cela dans le langage un peu militaire? Que doit-on comprendre de ce changement de tactique de la Russie? Il y a eu, Madame Khadija, des problèmes internes au sein des composantes militaires de l'opération. Oui. Il y a évidemment l'armée régulière, dont le ministre de la Défense, Shoigu, est le patron, et Gerasimov, qui est le chef d'état-major. Parallèlement, il y a des milices. Il y a Wagner, il y a les Tchétchènes de Kadyrov, et il y a aussi la milice du ministre de la Défense, les Patriotes. Donc tout ce mélange a créé quelques éléments de langage qui sont, à mon avis, l'addition des contraires, comme on dit en stratégie. Et donc le chef de Wagner a commencé à fustiger l'action du ministre de la Défense et évidemment le chef d'état-major. Là, le chef d'état-major reprend la main pour essayer d'abord de limiter l'influence de Wagner, parce qu'il a commencé à créer quand même une armée dans une armée, et avec la communication qu'il fait est contre l'armée. Donc il y a une reprise en main. La preuve, c'est que dernièrement, on a poussé les Wagnériens vers Zaporizhzhia et vers Kherson, et que c'est l'armée régulière avec ses parachutistes, ces militaires, ces forces spéciales qui sont en train de travailler, parce que Wagner a eu énormément de pertes. Et il y a évidemment, par rapport à ça, une reprise en main de l'armée qui s'est sentie un peu, entre guillemets, humiliée, et on reprend de la force. Parce qu'il y a une guerre
lointaine entre le ministre de la Défense et le patron de Wagner. Là, visiblement, Shoigu a pris le dessus. Parce que Gerasimov, qui est qui est le chef d'état-major, est aussi très important. C'est le seul point focal de discussion avec les États-Unis. C'est le seul interlocuteur de l'armée avec le Pentagone. C'est très important. Donc il est incontournable. Et c'est un militaire qui est quand même moins violent que Sorovikin, qui est devenu un de ses adjoints. Donc voilà la situation un peu. Nous sommes dans du surplace. Il paraît que l'enjeu, maintenant, c'est Bakhmout. Oui, absolument. Et des combats acharnés. Acharnés autour de Bakhmout avec des pertes énormes. Et côté ukrainien, bien sûr. Côté ukrainien. Et les Russes ont besoin de donner un trophée au président de la Fédération de Russie. Ça sera Bakhmout. On attendra. Pourquoi un trophée ? C'est symbolique. Il faut qu'il y ait. On a eu Soledar, mais Bakhmout pour eux est au niveau de la symbolique beaucoup plus important, même si côté ukrainien on minimise l'importance stratégique de cette ville. Là, il y a de la résistance, mais il y a malheureusement ukrainien, il y a de la massification côté russe qui fait qu'on est à peu près à 1,4 côté russe. Donc il y a cette massification en termes de personnel et en termes de matériel engagé pour essayer de lever Bakhmout rapidement. Kiev d'ailleurs craint que jusqu'à 500 000 soldats soient mobilisés par la Russie. Il y a 150 000 dont on parle, les renseignements parlent aujourd'hui, 300 000 mobilisés. Un demi-million, quand même, et ça oui. représente, en sachant que quand même, si on comparait cela à la population, ça fait quand même un ratio important à la population russe, bien sûr. Côté russe, c'est 140 millions. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Oui. Et côté mort, il y a un côté stalinien dans cette stratégie. Je vous la résume. Un mort, c'est un fait divers. 100 morts, c'est une statistique. Et ça, c'est stalinien. Donc, on envoie beaucoup de chair à canon, notamment les Wagnériens qui ont subi des pertes énormes. Voilà où c'est qu'on en est. On attendra, évidemment, mais il y a certainement d'autres, d'autres opérations dont on se situe autour du 15 ou du 24 par rapport à un anniversaire. Oui. Il y a ça. Est-ce que la Russie est prête? Je ne peux pas vous en dire plus. Est-ce que l'Ukraine peut se défendre correctement? Je ne peux pas vous donner la réponse non plus. Alors, l'Ukraine peut se défendre déjà plutôt correctement compte tenu de ses moyens dont initialement ce pays disposait, mais avec l'aide occidentale, eh bien, ces moyens sont décuplés, voire multipliés, voire exponentiellement fournis à travers toutes les aides qui sont acheminées vers l'Ukraine. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, professeur Zakaria Abou-Dahab, beaucoup plus de pression de l'Europe qui, encore une fois, impose de nouvelles restrictions sur la Russie. Mais nous avons l'impression, en tout cas, même si visiblement Moscou manque de munitions et d'unités, eh bien, d'unités de combat, bien cela ne semble pas déstabiliser le pouvoir russe. Toutes ces sanctions qui ont été imposées, notamment cette nouvelle interdiction d'utiliser le diesel russe par les Européens, en tout cas directement. Exactement, il y a eu dès le départ une certaine, on va dire, mollesse et dispersion même dans les stratégies de soutien apportées à l'Ukraine. Et par ailleurs, cela d'abord dénote une certaine division, si on parle même des pays de l'Union européenne. Les Allemands, parfois, n'étaient pas d'accord avec les Français sur des livraisons de type d'armes, et encore moins d'autres pays qui, eux, n'étaient pas membres de l'OTAN, et on les a invités. C'est-à-dire, quelque part, il y a eu une espèce de surprise stratégique, dans le sens où peut-être l'Union européenne n'était pas véritablement préparée à ce genre de scénario, et que donc le timing choisi par M. Poutine était savamment pensé, peut-être orchestré. Mais par ailleurs, comme l'expliquait colonel Hassan, peut-être il préconisait une sorte d'attaque brusque et rapide qui lui permettrait de ne pas s'embourber davantage. D'abord dans un conflit où il y a eu beaucoup de pertes de vies humaines et en même temps
par ailleurs, l'image de la Russie au niveau international a été écornée. Exact. Évidemment, je ne parlerai pas également des États-Unis quand on sait que ces derniers ont évité un affrontement direct avec la Russie et ont choisi donc le mode opératoire plus ou moins de la guerre froide revu et corrigé. Alors, ceci dit, c'est vrai, c'est un conflit qui est un peu bizarre, entre guillemets, comme disait à un moment donné Winston Churchill en qualifiant la Seconde Guerre mondiale, drôle de guerre. Et aujourd'hui, pratiquement, nous sommes à une année. Les sanctions n'ont pas précisément apporté leurs fruits, quand bien même on a fait sortir la Russie du SWIFT, etc. Ça veut dire que la Russie, probablement, avait cherché aussi des alternatives. Bien avant. Soit l'axe bien avant, tout à fait. Mais quand vous dites deux guerres mondiales, excusez-moi, je me permets de vous interrompre, si les États-Unis fournissent, enfin l'Occident de manière générale fournit autant d'armes à l'Ukraine, il participe indirectement, cet Occident, à cette guerre qui oppose deux pays à la base. Et d'ailleurs, je voudrais justement vous interpeller. Moi, ça m'a personnellement interpellé, surtout quand c'est un ambassadeur chinois qui le déclare sur un plateau télé français, qui dit c'est un peu jeter de l'huile sur le feu que de fournir des armes de plus en plus lourdes à une partie de la guerre, à savoir donc l'Ukraine. Donc, est-ce qu'on ne flirte pas avec vraiment, on est à la limite d'une guerre mondiale qui opposerait l'Occident à la Russie? C'est-à-dire que dans la définition du point de vue, cette fois-ci, du droit international, non pas du point de vue de la stratégie militaire, c'est-à-dire que si la Russie était l'objet d'une agression telle qu'elle est qualifiée dans les chartes mondiales, que ce soit dans le cadre de l'ONU, que ce soit dans le cadre même de la Cour pénale internationale, à ce moment-là, elle serait cette fois-ci fondée à élargir le spectre et à se défendre même contre ceux qui ont soutenu l'Ukraine. Maintenant, si vous voulez, le théâtre des opérations est circonscrit au niveau du territoire ukrainien. Par conséquent, il y a une sorte de coutume internationale. Mais là, on n'est pas en train de pousser l'Ukraine à attaquer la Russie parce qu'on fournit de plus en plus d'armes à longue portée et qui peut atteindre le territoire russe. C'est-à-dire que l'invasion, il faut le dire, c'est une invasion russe, le 24 février 2022. Au départ, on parlait d'opérations spéciales, etc. C'est-à-dire que l'Ukraine a été agressée. Elle est en train de défendre son intégrité territoriale, pays souverain, etc. Quand j'apporte de l'aide à ce pays, en fait, je ne m'inscris que dans le cadre du droit international, ce qui a été appuyé par les différentes résolutions adoptées respectivement contre la Russie. Peut-être on pourra y revenir. Mais on pourrait dire indirectement que c'est de la provocation, c'est vrai, mais il ne s'agit pas d'une agression directe émanant ou provenant de ces pays contre la Russie. Ce qui fait que, c'est vrai, l'ambassadeur chinois à Paris avait parlé de attisation de la conflictualité, mais par ailleurs aussi, on peut se demander sur aussi le fondement de l'intervention russe en Ukraine. Et la position chinoise dans cette intervention russe. Et la position au départ, c'est mi-figue, mi-raisin. Exactement. Voilà. Alors, l'ancien conseiller de Zelensky a déclaré que l'Occident préparait les meilleures positions de négociation pour la paix. Et pour cause, pour appuyer son propos, il a dit qu'il n'y avait plus de ressources pour la guerre, l'Ukraine sera obligée d'abandonner le Donbass, selon Arestovitch, donc ancien conseiller de Zelensky, colonel Hassan Saoud. Est-ce que ça fait partie des techniques pour se poser sur la table des négociations? Voilà, contradictoirement, c'est ça. Mais qui détermine les possibilités de négociation? C'est le rapport de force réel sur le terrain. Il ne faut pas pour emboîter sur ce qu'a dit mon ami Zakaria, et vous avez posé la question vous-même sur la guerre mondiale. C'est une guerre localisée, mondialisée. Ça veut dire que territorialement, elle est là, et Zakaria vient de le dire, mondialisée par les intervenants et mondialisée par les effets et les dégâts collatéraux que cette guerre ou cette opération spéciale, dont le nom ne veut plus dire bientôt un an après, une opération spéciale, c'est une opération spécifique dans le temps et dans l'espace. Là, visiblement, ça ne correspond pas. Et on commence à avoir quelques éléments de langage qui parlent de guerre. Maintenant, ça reste toujours Mais le fait est que il faut évidemment trouver une solution à ce problème-là. Pourquoi? Les Américains veulent finir dans 6 mois, ils le disent.
Non, mais parce que c'est une question de moyens aussi. De moyens. Certes, les États-Unis tirent un peu profit aussi de cette guerre, ce n'est un secret pour personne, Oui. mais à un moment, il y a aussi... d'ailleurs, je voudrais juste évoquer avec vous ce sondage publié par le Washington Post, qu'une bonne partie du Congrès n'est pas d'accord pour continuer à envoyer des aides militaires et de l'argent à l'Ukraine. 41% des républicains ont convenu que la Russie, je cite, recevrait des territoires ukrainiens au nom de la fin du conflit. Oui, mais... Donc après, est-ce que c'est le terrain qui décide ou ce n'est pas visiblement le terrain qui déciderait totalement? Vous savez, aux États-Unis, il faut le dire aussi, le président reste prépondérant dans la décision de guerre. Il faut le dire. Il n'est pas, il est quand même globalement soutenu. C'est pour cela que toutes les armes que vous avez vues, les patriotes, les canons de portée de 150 km, vous vous rendez compte? Les HIMARS, 80 km. Pourquoi? Parce que les États-Unis les ont bridés avant de les donner. Parce qu'ils peuvent aller plus loin. Donc, on essaie de ne pas toucher le territoire ukrainien, même si les Ukrainiens ont touché, mais des cibles militaires proprement dites. Donc, il y a cette aide qui va certainement changer un peu le rapport de force par rapport à une éventuelle une autre invasion, parce qu'on la prépare de grande envergure et dans laquelle il faut des blindés qui sont nécessaires, évidemment. Les blindés seuls ne veulent rien dire. C'est toute une stratégie intégrée d'accompagnement par l'infanterie, de l'appui aérien. Il y a tout ça à régler. Et il faut régler surtout, dans ce problème, l'interopérabilité. Quand vous avez des matériels qui viennent de partout, il faut une compatibilité. Mais ils forment aussi les soldats. Il ne faut pas oublier aussi que ces pays-là qui fournissent de l'aide militaire, à savoir avec des tanks ou avec des blindés ou autres, ils prennent les soldats ukrainiens, ils les emmènent pour des formations. Ça fait partie un peu du package d'aide internationale. Ça fait un bon bout de temps qu'on le fait par rapport aux blindés, par rapport aux patriotes. Oui. Jusqu'à présent, sont en train de former. Et certains renseignements parlent déjà de pilotes qu'on est en train de former. Je n'ai pas la certitude, mais il y a ces renseignements et il y a cette anticipation concernant la formation des ressources humaines. Pourquoi? Au moment où il y aura la décision politique ou la décision militaire, on trouvera les ressources humaines. Donc, il y a, concernant, vous avez parlé de l'intervention des autres pays, il y a un nouveau concept que Bertrand Badier évoque, la co-belligérance non-belligérante. C'est nouveau. C'est nouveau. Ça veut dire donner du matériel. Vous êtes co-belligérant, mais vous êtes non-belligérant à partir du moment où il n'y a pas de ressources humaines engagées. C'est cela. C'est un nouveau, après, un nouveau concept. Il n'y a pas de ressources humaines directement, encore une fois, parce qu'on forme aussi les ressources humaines, mais avec la bannière ukrainienne. Mais c'est encore de la contorsion sémantique française qui est un label français dans ce genre de situation. Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, dans le sens où, effectivement, un président comme le président américain, ou même le président français, il a certes beaucoup de pouvoir, mais il y a le vote des budgets. Donc il se peut que, dans quelques mois, on ne vote plus les budgets qui sont destinés à l'Ukraine, notamment après les scandales de corruption. On en parle aussi de ces scandales de corruption. C'est à cause de ça, et vous avez raison, Madame Khadija, qu'au Congrès, notamment les Républicains, surtout s'inquiètent de la traçabilité des fonds donnés à l'Ukraine. Et des armes, colonel Sarr. Oui, mais les armes, je pense que le président américain a de la marge de manœuvre sur ce plan-là. Et on l'a vu par ailleurs dans les différents conflits. Je pense que ce que pensent les Américains, notamment les républicains, c'est que c'est un peu trop. Mais il y a le temps, la temporalité est importante, d'abord en ce moment, et puis il faut finir ça avant une élection majeure, 2024. Oui. Où il y a les élections américaines et les élections à Taïwan. Il ne faut pas l'oublier. Donc il y a cet agenda-là qui est quand même stressant, on verra. Mais ça ne peut pas se faire, tous ces renforts-là, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, il faut du temps. Ça fait quand même un an que ça dure. Oui, absolument. Enfin, bientôt, vous l'avez rappelé tout à l'heure,
le 24 février, début donc de cette guerre en Ukraine. J'ai évoqué les problèmes de corruption, l'Ukraine qui veut bien assainir, n'est-ce pas, son appareil politique, son establishment qui est très corrompu, visiblement, même après le début de la guerre, avec la démission d'une bonne partie du gouvernement, là tout récemment le ministre de la Défense qui a été changé. Et il y a aussi une autre question, notamment relative aux relations internationales, et cette proposition polonaise d'annexer l'Ukraine et la possibilité donc de profiter temporairement du protectorat de l'État polonais qui, rappelons-le, fait partie de l'OTAN. Bon, bien sûr, les États-Unis ont dit niet. C'est quand même... Vous allez en convenir, professeur Zakaria Abou-Dahab, c'est quelque chose qui reste un peu inédite. Nous sommes en 2023 et on parle du protectorat polonais sur l'Ukraine. C'est incroyable, c'est anachronique, vous l'avez si bien dit, nous ne sommes pas du temps de la SDN même, la Société des Nations, qui, elle, la première, avait érigé ce genre de format ou de formule, par la suite retrouvé, comme on dit, mutatis mutandis dans la Charte des Nations Unies. Mais une annexion de ce genre va poser le problème d'abord de son fondement et puis de sa consistance et même de son mode de déploiement. Et on n'est pas dans une logique pareille aujourd'hui, car... potentiellement, évidemment, et ne sera pas accueilli favorablement, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, ni par les États-Unis et encore moins par la communauté internationale. Comment cela va-t-il se faire? Nous sommes en temps de guerre, donc ce sont des circonstances particulières, comme on dit, rebus sixtantibus. Et en ce moment-là, je crois qu'il y a ce côté de la guerre psychologique. On veut parfois un peu fausser les choses, les fake news, induire exactement, tout à fait, induire l'ennemi entre guillemets ou le rival en erreur, etc. Mais je crois qu'au final, sincèrement, il ne s'agit pas d'abord d'une bonne décision. Et par ailleurs, elle est complètement out. Et ça ne correspond pas certainement aux aspirations même des Ukrainiens, qui eux voudraient plutôt intégrer l'Union européenne. En tout cas, l'accord de principe leur a été donné. Et je crois que bientôt, je ne sais pas si ce sera le 27 de ce mois, il y aura un sommet spécial ou exceptionnel dédié à la question ukrainienne, parce que récemment... Je ne sais pas si le mot spécial est... Enfin, en tout cas, spécial... Extraordinaire. Oui, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si extraordinaire est bien formulé, en tout cas, parce qu'il y en a tous les mois, finalement, ou toutes les 2 semaines, des sommets extraordinaires dédiés à l'Ukraine. Voilà, et comme l'avait dit colonel Hassan, même l'Union européenne ne veut pas trop s'engager, parce qu'elle sait très bien que c'est véritablement une sorte de ligne de démarcation au-delà de laquelle on va faire embraser cette fois-ci, ce ne sera pas un conflit localisé, mondialisé, mais véritablement nous allons assister à un apocalypse mondial dont les conséquences seront désastreuses pour toute la planète. Quand le président ukrainien Zelensky... oui, colonel Saad. C'est une fausse bonne idée. Oui. L'idée du président, du Premier ministre polonais n'est pas une bonne idée. D'abord, c'est un politique qui l'a dit. Ensuite, la décision politique doit être traduite, comme vient de le dire, sur le terrain. Et c'est les militaires qui doivent régler les modalités. Or, c'est un État otanien. Un État otanien engage tout l'OTAN. Bien, c'est ça, c'est ce qu'il demande, de toute façon. Morawiecki, qui demande que les territoires occidentaux de l'Ukraine passent temporairement sous protectorat de l'État polonais, c'est vraiment un appel clair à une guerre qui opposerait l'OTAN à la Russie. Exact. Absolument, c'est clair. Et c'est cet appel du président ukrainien, j'ai envie de dire, où s'arrêterait Zelensky dans cette lutte quotidienne, presque quotidienne, ou ces demandes presque quotidiennes à l'Occident de fournir plus d'aide humanitaire, militaire notamment, financière, et qui demande à l'OTAN qui cite même le nucléaire dans cette intervention, colonel Saoud. Vous savez, pour parler justement de ce sommet, il paraît que Zelensky est invité vers jeudi, là. Oui. Ouais, vers jeudi, et qu'il va être présent au sommet des 27. Et évidemment, vous avez dit qu'il demande trop. C'est normal. Tant qu'il a la possibilité de demander, il demande. On a l'impression qu'il ne demande même plus, c'est qu'il quémande. Oui, mais... c'est comme ça, c'est pas autrement. Il faut envoyer, il faut pas baisser les bras, il faut envoyer plus d'aide.
c'est une posture légitime. C'est une posture légitime pour un pays agressé dont le dirigeant s'est avéré être un chef de guerre et un communicateur. Non, mais c'est un communicateur qu'un chef de guerre. Communicateur, oui. Mais la preuve, c'est qu'il est là. Au moment où on a voulu l'exfiltrer, il a dit « Je ne veux pas un taxi, je veux des armes ». Donc, il faut dire la réalité. Et sur le plan de la communication, il n'y a pas photo. Il est pathétique et péremptoire. Rappelez-vous le Congrès. Oui. Et j'imagine qu'il va faire la même chose le jeudi prochain. Bon, on ne connaît pas encore les modalités pour des raisons de sécurité, mais il va certainement y aller pour équilibrer et pour essayer de renforcer cette Union européenne par rapport à son pays. Déjà 50 milliards d'euros débloqués pour l'Ukraine. Exactement. Par l'Union européenne. Exactement. Donc, il y a beaucoup à attendre de la réunion des 27 et il y a le sommet de Berlin. Le sommet de Berlin prochain dans lequel Mme Harris va être présente. Donc tout ça, c'est pour renforcer et c'est pour éviter ces petites fissures en Europe, aux États-Unis, etc. Donc il faudra suivre ça, à mon avis. Ouais. Est-ce qu'on suit assez aussi la volonté des peuples européens sur les envois continus d'aide envers l'Ukraine, alors que beaucoup de pays aujourd'hui sont en crise, sont en récession, et on continue d'aider l'Ukraine? Il y a une sympathie partagée, si ce n'est aussi une empathie, dans le sens où déjà, par millions, les réfugiés qui ont fait le déplacement dès le départ ont été intégrés facilement, rapidement, dans pas mal de pays européens, que ce soit la Pologne, la France, l'Allemagne, etc. Et deuxièmement, en quelque sorte, l'image que les Européens de l'Occident avaient de la Russie était une image plus ou moins, je dirais, peut-être négative. En tout cas, c'était l'ours, c'était le danger, la grande menace, la grande question. Et toujours est-il que l'Europe également, que ce soit surtout l'Union européenne, avait alimenté ce genre de perception négative, il faut le dire. Il y a un moment donné, donc grosso modo, tant qu'il n'y a pas encore de manifestation massive, je dirais massive. Mais il y a une grosse manifestation en Allemagne, à Berlin, contre la fourniture d'armes à l'Ukraine, mais la presse ne montre pas ces images. Oui, je ne parle pas directement de la fourniture d'armes, mais plutôt la posture européenne par rapport à l'Ukraine dès le départ. C'est-à-dire la solidarité, j'ai dit la sympathie, etc. Les Allemands doivent aussi payer parce que M. Olaf Scholz a décidé de consacrer un budget faramineux pour soutenir l'effort de guerre et potentiellement préparer l'Allemagne à réémerger à partir de 1945. Ceci dit, certainement, c'est une problématique qui est allemande. 100 milliards d'euros sur 10 ans. Mais on n'a pas vu en France des manifestants plus préoccupés par la retraite, en Espagne. Ils ont d'autres chats fouettés. Oui, non, mais même en France, des voix de l'opposition brandissent justement ces montants faramineux qui sont destinés à l'aide à l'Ukraine, alors qu'ils demandent aux Français de travailler plus parce que justement, il faut remplir les caisses de l'État et ces caisses des retraites que l'État ne peut plus assurer. Je suis d'accord. Voilà. Ça coïncidait d'abord avec la problématique du recouvrement après la Covid-19. Nous sommes encore dans des effets de prolonger, si vous voulez, en même temps les effets du dérèglement climatique, l'inflation qui monte d'un cran, etc. Mais on peut se permettre peut-être cette approche en termes de conflit de civilisation, parce qu'à un moment donné, c'est comme si l'Ukraine serait un champ d'expérimentation. On est soit on laisse la Russie l'envahir complètement, et à ce moment-là, c'est toute l'Europe occidentale qui risquerait également de tomber sous son giron. On est revenu à la logique de l'après-Seconde Guerre mondiale. Soit encore, on va contrebalancer cette hégémonie et quelque part, peut-être, il y a un changement générationnel, même en Europe. Je sais très bien qu'au niveau de l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle l'initiative citoyenne. C'est-à-dire 1 million de citoyens européens représentatifs pourraient, par exemple, proposer des réformes, des amendements. Cela n'a pas été acté. Et donc, quelque part, permettez-moi aussi de vous dire, il y a beaucoup d'intox. Dès le premier jour de l'offensive, les pays européens ont décidé carrément de couper la diffusion d'une chaîne russe, Russia Today. Et donc, on veut tout simplement laisser les Européens dans la bulle européenne. Et pire, au-delà de ça, cela, en fait. Puisqu'on nous parle de liberté de la presse, de nos chers voisins européens, alors non seulement arrêter de diffuser, mais aujourd'hui, sans les fonds nécessaires, RT
a fermé boutique. Donc c'est là où il y a les deux poids, deux mesures. Et les fonds gelés. Et les fonds gelés, ce qui a fait qu'ils ont dû fermer boutique et renvoyer tout le staff qui travaillait à Paris. Sans oublier qu'aujourd'hui, il vous suffit de zapper sur les chaînes françaises que font beaucoup de nos concitoyens marocains. Donc c'est là où il y a les deux poids, deux mesures. Et les fonds gelés. Et les fonds gelés, ce qui a fait qu'ils ont dû fermer boutique et renvoyer tout le staff qui travaillait à Paris. Sans oublier qu'aujourd'hui, il vous suffit de zapper sur les chaînes françaises que font beaucoup de nos concitoyens marocains pour remarquer qu'il n'y a pas des plateaux télé qui soient équilibrés. Voilà. C'est-à-dire il n'y a pas l'avis et le contre-avis, mais il y a tout simplement une pensée unique contre la Russie, avec les informations qu'il y a un agenda occidental à respecter. Et ça donne des arguments absolument à ceux qui soutiennent la Russie ou n'ont pas voté contre la Russie. Oui. Et donc ça donne aussi, on va dire, des éléments du carburant au discours de Poutine qui, dès le départ, avait fustigé, l'Occident l'avait même diabolisé en rappelant l'invasion de l'Irak, Afghanistan, etc. Et donc là, beaucoup de personnes, précisément, commencent aujourd'hui à se poser des questions sur les véritables enjeux de cette guerre. Absolument, des véritables enjeux qui ne s'arrêtent pas aux limites du continent européen. Exactement. Ce qui nous mène à notre second sujet qui est aussi lié à cette... Déjà, on peut parler d'une tournée africaine de Sergueï Lavrov, messieurs. Aujourd'hui, Sergueï Lavrov était ou est toujours pour 48 heures à Bamako. Cette visite intervient après une suite. Rappelons déjà les faits, colonel Hassan Saoud. Oui, c'est parti au vote de l'ONU concernant la condamnation de la Russie. Et on sait qu'il y a beaucoup de pays africains, soit qui étaient contre, comme l'Érythrée, qui a voté avec les 5 pays qui restent, la Syrie, la Corée du Nord, l'Iran et tout ça, et d'autres qui n'ont pas voté, et d'autres qui se sont abstenus, et d'autres qui ont voté contre. Donc, il y a ce démarrage-là pour l'Afrique. Or, la Russie n'a jamais quitté l'Afrique. Même dans l'ex-URSS, après 1991, il y avait de l'URSS résiduel. Quand vous voyez là où ils sont, c'est complètement... Eh bien, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, il a visité maintenant depuis, comme vous dites, 6 mois. Il a fait 3 voyages. Il a visité beaucoup de pays. Égypte, Congo, Ouganda, Éthiopie, Angola, Érythrée, Eswatini, Afrique du Sud. Et évidemment... Géographiquement, l'URSS était bel et bien présente. Hein. Mais évidemment, il n'a jamais quitté. Oui, ce sont ces territoires-là. Il y avait cette séquence un peu unipolaire de désagrégation qui a fait que c'était, comment on dit, des cellules résiduelles. Mais il n'a jamais quitté. Une grande partie des pays africains s'alimentent en armement en Russie. Il ne faut pas le nier. C'est très important. Donc, l'URSS prend son bâton de pèlerin par le biais de son ministre des Affaires étrangères pour aller entretenir encore les pays africains pour raffermir ces relations-là. Et ça ne s'arrêtera pas au Mali. Il y a un programme, paraît-il, spécifique africain pour le ministre des Affaires étrangères, dont on verra le déroulement par la suite. Mais là, aujourd'hui, c'est le Mali. En tout cas, c'est le Mali qui ne faisait pas partie de ces territoires anciennement, géographiquement, historiquement, pro-URSS à l'époque de la guerre froide. Nous sommes en train de vivre une nouvelle guerre froide de toute façon. Mais ce nouveau positionnement géographique, professeur Zakaria Abou Dahab, sur le continent, il est accompagné, bien sûr, de cette nouvelle conjoncture mondiale, de tout ce qui est en train de changer, mais aussi d'un positionnement africain vis-à-vis du Nord, vis-à-vis de l'Europe. L'Occident. De l'Occident, absolument. Donc là, je voudrais juste une lecture des dessous des cartes avec vous, de ces nouvelles cartes. Donc, il y a un changement de paradigme, c'est clair. Une projection russe soviétique remonte aux années des indépendances en Afrique. En général, surtout les pays qui avaient ce qu'on appelle le parti unique. Prenez le Bénin, prenez la Guinée, Conakry, de Sékou Touré, qui lui-même aussi, à l'époque, défendait
un discours anti-occidental. On s'en souvient également, la Haute-Volta, devenue Burkina Faso, du capitaine Sankara, etc., etc. Et deuxièmement, la Russie, aujourd'hui, considère qu'elle a toujours soutenu l'activisme de ces pays pour lutter contre l'impérialisme occidental. Et par ailleurs aussi, elle avait soutenu pas mal de mouvements de libération nationale. Là, vous prenez l'ANC, vous prenez en Angola, qui luttait contre Jonas Savimbi, et ainsi de suite. On peut même parler de nos voisins. Évidemment, beaucoup de pays s'approvisionnent de Russie. Vous avez cité l'Égypte. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un projet de construction d'une centrale nucléaire, évidemment, à des fins civiles. Ce que nous remarquons aujourd'hui, à travers beaucoup de recoupements, c'est que la Russie s'intéresse également à la Méditerranée occidentale, en ce qui concerne les routes maritimes, s'intéresse également au canal de Suez, Bab el-Mandeb, donc l'Éthiopie est là, n'est pas loin, s'intéresse au Sahel. Apparemment, elle voudrait aussi avoir un accès à l'Atlantique, parce que vous savez, les guerres aussi du XXe siècle sont aussi des guerres maritimes qui vont se jouer au niveau des océans. Il y a un pacte au niveau de AUKUS. Souvenons-nous, en septembre 2021, les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, qui ont damé le pion à la France. Exact, qui ont damé le pion à la France avec l'annulation de la commande de sous-marins. Et quelque part, je crois qu'aujourd'hui, la Russie profite une sorte de montée d'un discours anti-français. Une France-Afrique qui est en train de se démanteler, un démantèlement en série. Qui risque de perdurer. Vous pensez vraiment que cette France-Afrique est amenée à, pas à disparaître, mais en tout cas... Elle a fait son temps. À s'effondrer. Elle a fait son temps. Tout à l'heure, j'ai parlé du changement générationnel, ça va de soi. Parlant du Mali lui-même, en tout cas, c'est une vieille civilisation. Tombouctou, quand on écoute soit la junte, là-bas, on parle du conseil de transition. On parle des politiques, etc. Ils sont dans une autre configuration aujourd'hui. Ce sont des gens qui veulent se libérer d'une certaine approche tutélaire, vous voyez, paternaliste, qui les empêchait un peu de se libérer. Et peut-être même, vous savez, si on pousse un peu le raisonnement plus loin, ça pourrait gagner d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Imaginons-nous demain des scénarios de type suppression du franc CFA. Burkina et les autres. Du franc CFA, oui. Et on le sait, il y a des tiraillements. La Côte d'Ivoire qui résiste encore, mais le Nigeria, lui, il est plutôt, plus pour le Nigeria, lui, pour l'ECO, qui est un projet de monnaie au niveau de l'ECOWAS, en anglais, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on voit très très bien que la France est mise à mal par rapport à cela. Et j'établis un lien avec la collaboration franco-algérienne et probablement l'Algérie qui va peut-être faciliter à la France de reprendre du poil de la bête, vous l'avez dit, Madame Khadija, tout à l'heure. Donc voilà, nous sommes dans des reconfigurations. Reprendre du poil de la bête ou, justement, armer l'Algérie pour reprendre les positions françaises dans la partie du Sahel? L'Algérie, c'est un grand joueur au niveau du Sahel et du Sahara, ça c'est clair. Elle tient beaucoup de ficelles, elle a beaucoup de liens, elle connaît le terrain. Je ne suis pas très expert au niveau de ces questions-là, mais il est clair que le passage vers le Niger, par exemple, ou le Mali passerait par l'Algérie, ça c'est clair. Est-ce que vous pensez que le Mali accepterait ça en connaissant l'historique qu'il y a où effectivement le pouvoir d'Alger reçoit ou a déjà reçu des personnalités ou des personnages justement liés à des groupuscules, notamment terroristes, au Mali? Est-ce que le pouvoir en place accepterait cela? Et dans ce pays, le nôtre, on a toujours dit, et c'est l'histoire avant 2012, que l'Algérie a exporté le terrorisme dans la bande sahélienne, notamment au Mali. Et là, ce que pensent les Maliens, les Burkinabés, le Maroc l'a toujours dit très haut. Et c'est la réalité. Si la situation d'aujourd'hui perdure, c'est parce que c'est des Algériens qui ont passé, comme on dit, le mistigris aux voisins, et on en est là maintenant. Donc, la France pourrait passer par l'Algérie. Est-ce que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens l'accepteraient? C'est un point d'interrogation. Parce que la génération d'aujourd'hui, des élites, qu'elles soient militaires, politiques, etc., sont désormais anti-français. Bon, du moins, un désamour français, pour être euphémiste, qui est là et qui risque
à mon humble avis, de faire tache d'huile. Et la présence française au Niger? Oui, elle est soutenue par le pouvoir, mais il y a des spasmes populaires. Je vous rappelle qu'au moment où Barkhane voulait passer par le Niger, il a été bloqué pendant un bon bout de temps et on a utilisé des armes et tout ça. Donc il y a au Niger une tentation populaire pour que la France, ils disent dehors la France, il y a même des défilés qu'on a vus avec des chars, avec le drapeau russe. Il y a cette probabilité. Maintenant, est-ce que la France pourrait inverser? Je pense que beaucoup s'en font. Beaucoup s'en faut. Bon, on rappellera quand même que le chef des droits de l'homme de la MINUSMA a été expulsé du Mali. L'avenir de cette branche de l'ONU, justement, messieurs Alors, il s'agit d'une division précisément relative aux droits de l'homme. La MINUSMA, c'est la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation du Mali. Donc, elle a été créée en 2013, on le sait, à partir du moment où l'Azawad fut proclamé indépendant. Donc, c'était le MNLA, enfin, un ensemble de mouvement national de la libération de l'Azawad et les autres, Moujao, etc., qui l'ont proclamé. Donc, c'est une composante relative aux droits de l'homme. Les accusations proférées contre ce responsable, je pense qu'il est d'origine congolaise, RDC, hein. C'est pas le Congo-Brazzaville, c'est qu'il y a eu des immixtions, et je reprends même, parce que là, il faut le dire en termes diplomatiques, entre guillemets, agissement déstabilisateur et subversif. Et apparemment même, d'après les accusations proférées, encore une fois, par le Conseil de transition, c'est qu'il était en connivence avec une autre activiste, mais opposée, une opposition malienne qui, peut-être au niveau de l'ONU, a saisi l'occasion pour vilipender la junte, etc. Donc, ce qui fait, nous sommes dans cette, comment dirais-je, problématique de persona non grata, dans cette agressivité des autorités maliennes aujourd'hui, même à l'égard de l'ambassadeur français, à qui on a donné quelques heures pour partir. Celui-là, le représentant, enfin le chef de la division de la composante droits de l'homme au niveau de la MINUSMA, 48 heures. On lui a donné 48 heures pour partir. Donc voilà, c'est une approche qui est agressive de la part de la junte militaire au Mali. C'est exactement à la veille de l'arrivée de Sergei Lavrov au Mali, à Bamako. Ce n'est pas un hasard. Certainement pas un hasard de calendrier, colonel Saoud. Oui, sauf à rappeler peut-être que la MINUSMA n'a pas une vocation guerrière. Non. Voilà, stabilisation. De stabilisation, comme ça a été dit par mon collègue. Et je pense qu'elle est utile sur le plan de la stabilisation du pays, et qu'à mon avis, il faudrait faire une approche beaucoup de précautions concernant cet organisme quand même des Nations Unies. C'est des unités des Nations Unies qui ont fait beaucoup pour le Mali. Et donc, le rapport qui a été fait par ce représentant des droits de l'homme a visiblement heurté la sensibilité malienne. Alors, bon, je ne sais pas ce que ça vaut, messieurs, et pour nos téléspectateurs aussi, mais c'est repris un peu ici et là. Cette création d'une fédération, ça vous fait sourire, colonel Saoud, mais je préfère quand même poser cette question pour peut-être éclairer l'opinion publique sur cette question d'un projet de fédération Mali-Burkina et la position de Moscou là-dedans. Certainement téléguidé, oui, mais une fédération, ça ne veut pas dire deux pays. C'est quoi la dimension? Ce sont quand même deux pays qui sont enclavés. Ce sont deux pays minés par le terrorisme qui gagne du terrain. Il faut qu'on soit réaliste sur ce plan-là. Et puis, que signifie par exemple cette fédération Mali-Burkina pour lutter contre le terrorisme, alors que dans la zone des 3 frontières, où le Niger est concerné, est-ce qu'on peut faire une alliance de cette sorte contre le terrorisme en l'absence du Niger? Je ne pense pas que ce soit, en termes de viabilité, quelque chose qui risque de faire long feu. Maintenant, c'est à eux de voir la réalité. C'est eux qui sont là-bas. Mais j'imagine que ce n'est pas tellement innocent et que ça peut être commandité par ailleurs.
Comment répondraient les États-Unis qui se disent préoccupés par la montée de la violence, notamment par rapport à cette présence russe au Sahel? Et quand on dit présence russe au Sahel, ce sont Les Wagner. les Wagner. Les États-Unis avaient incriminé ce groupe, dit paramilitaire, tel qu'il est Criminel. classé. Voilà. C'est-à-dire, voilà, Groupe criminel. Voilà. C'est-à-dire un groupe criminel, pas terroriste, mais criminel. Voilà. Donc il tombe sous le coup de la loi américaine au cas où ces éléments se trouveraient quelque part dans un lieu contrôlé par les États-Unis. Alors, vous avez parlé de violence par rapport à quoi, Madame Khadija, Alors, exactement? je veux juste savoir comment, selon vous, les États-Unis peuvent répondre de manière très pragmatique, notamment sur le terrain, par rapport à cette présence quand même importante de la Russie sur ces territoires-là. On parle du Mali, peut-être aussi le Burkina. Et si la France venait à quitter le Niger, ce sera certainement remplacé par des unités russes On de va Wagner. dire déjà la question qui se pose, est-ce que les États-Unis avaient une véritable politique africaine en général et une politique sahélo-saharienne? En général, on a toujours, si on revient à la période de M. Trump, aucune visite à ce continent, Barack Obama l'avait fait. À un moment donné, on s'était dit que quelque part... Mais quand bien même il a visité, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, C'est c'est-à-dire ça, que en fait. les États-Unis, Ça se limite plus ou pas à moins, des peut-être à l'exception Golfe de Guinée, par-ci, par... Mais en général, on n'avait pas véritablement assisté à une véritable politique proactive, sachant bien qu'il y a plusieurs bases militaires, peut-être une trentaine même, Oui. parmi lesquelles il y a des bases qui sont stables. Maintenant, quand le champ est fertile pour des implantations de ce genre, et souvenons-nous aussi des précédents français, Opération Licorne, Berkane, etc., les Russes sont fondés aussi à agir, d'abord pour consolider leur présence, parce que c'est une présence qui est économique, en termes d'investissement, pas seulement sécuritaire, pour assurer des sources d'approvisionnement. Tout à l'heure, on a parlé des routes géopolitiques pour leur permettre des passages et ainsi de suite. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se trament aujourd'hui, qui se dessinent en termes d'horizon stratégique pour la Russie, pour son redéploiement et son positionnement par rapport aux Américains, mais aussi par rapport aux Chinois, peut-être dans des alliances de ce Tout à genre. fait. Mais ce qui est notable, c'est que cette sympathie exprimée par les habitants, que ce soit les Maliens, les Nigériens, Alors, les si la Burkinabés, Russie par rapport venait la à Russie. construire une base militaire dans ces pays, est-ce que ça ne représenterait pas une menace contre l'Occident déjà et les États-Unis en premier? Il faut, madame, que je vous rappelle qu'il y a eu un sommet États-Unis-Afrique dernièrement à Washington. Oui, Oui. Attention, c'est Sans l'Érythrée, les États-Unis sans le Soudan. qui reviennent. Oui. C'est les États-Unis qui reviennent. Moi, je me rappelle avoir posé cette question il y a déjà 6 ou 7 ans à un Américain. J'ai dit, mais vous êtes Vous êtes où? par rapport à l'Afrique. Il m'a répondu comme ça. Oui. C'est pas dans nos radars, Oui. je vous assure. Mais là, ça permet aux États-Unis de contrecarrer aussi bien la Chine, l'influence de la Chine, que l'influence russe. Et je vous rappelle aussi que le renseignement antiterroriste technologique, c'est l'apanage des États-Unis. Ils sont présents au Niger maintenant. C'est eux qui donnent toutes les informations antiterroristes. Tout ce que vous voyez comme destruction des élites de terrorisme et tout ça, c'est grâce au renseignement américain. Là, attention, ils reviennent. Ils sont déjà dans la Corne de l'Afrique, ils sont déjà présents dans le golfe de Guinée par la marine, mais je vous assure qu'ils vont revenir. Mais juste, si mon ami Hassan me le permet, la dernière, c'était en pleine mondiale du Qatar d'ailleurs, aussi Arnouch avait regardé ou suivi le match du Maroc, Exactement. France contre la France en présence de M. Biden. Tout à fait. C'est un sommet de chefs d'État et de gouvernement africains. Mais voilà. des pays n'y ont pas participé, au moins 5, je crois, l'Érythrée. Ouais. Parce qu'ils tombent sous les sanctions américaines. Exactement. Le Soudan, je pense le Mali, Burkina Faso et la Guinée-Conakry, parce qu'ils sont sous sanctions au niveau de l'Union africaine. Exactement. Et deuxièmement, les Américains avaient développé ce qu'on appelle l'AGOA, en fait c'est African Growth Opportunities Act. C'est une sorte d'enveloppe budgétaire pour mais avec une conditionnalité. Importante. Hein. Les droits de l'homme, la bonne gouvernance. Les Russes viennent, ils ne discutent pas. Voilà. Ces Les questions. Chinois non plus. Les Chinois non plus. Mais ils viennent avec des projets concrets, ils construisent des édifices. Et c'est cela, un peu comme disent les économistes, la valeur ajoutée des Russes par rapport à ces pays-là. C'est la non-ingérence. C'est la non-ingérence, exactement. Oui, mais c'est cette approche-là qu'aujourd'hui,
plutôt privilégiée par un bon nombre de dirigeants et de populations africaines. Nous ne voulons plus d'ingérence. Effectivement, ben voilà. Mais c'est là, encore une fois, c'est la loi du plus fort qui gagne. Et je vous fais remarquer malheureusement que l'Afrique s'est dit sur Booking maintenant. Tout dernièrement, États-Unis, Russie, Chine, Inde, Turquie, Europe, Afrique. Et je pense qu'ils n'ont pas encore fait le plein. Au moment où tout ce qui est l'intégration régionale en Afrique est la plus faible de tous les continents, les puissances étrangères sont là. C'est le continent de l'avenir. Il faut le dire, Sa Majesté a déjà parlé au sommet Union européenne-Afrique de la colocalisation des entreprises en Afrique. Et que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Bien sûr. Là, visiblement, la porte est ouverte à beaucoup de gens et je ne sais pas où ça va finir. C'est quand même inquiétant que tout le monde est maintenant en Afrique. Exactement. En tout cas, il ne faudrait certainement pas répéter les erreurs du passé qui ont mené justement à la dégradation des populations, de la vie des populations en Afrique. Merci beaucoup, messieurs. Merci, colonel Hassan Saoudi. Merci, professeur Zakaria Boudar. Madame Khadija, avec plaisir. Merci, messieurs. Merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.